Salut a tutti, Dema de Roll, bonjour à tous. Nous avions prévu d'enregistrer une émission pour vous faire découvrir l'histoire de la nation corse, nation avec laquelle nous partageons le fait d'avoir été envahis et annexés par le royaume de France à des périodes différentes de notre histoire, pour la Bretagne lorsqu'elle était un duché souverain et pour la Corse un royaume dont on peut comparer aujourd'hui ses anciennes structures étatiques à celles des républiques, mais l'agression puis la mort d'Ivan Colonna, ainsi que les événements qui ont suivi en Corse, a totalement modifié le cadre de notre émission. La seconde partie de cette émission sera donc consacrée à l'histoire de la Corse, ainsi qu'à différents sujets sensibles sans interdit à des fins de compréhension collective. Et nous allons tout de suite commencer par interroger notre invité sur ce drame qui a touché la Corse. Notre invité, M. Juan Filippo Antolini, est un archéologue et historien diplômé, militant nationaliste corse et chef d'entreprise, également ancien prisonnier politique corse. En 1998, en raison de la répression étatique française menée sur toute la Corse suite à l'assassinat du préfet Erignac par un commando clandestin issu du FLNC, le Front de Libération Nationale de la Corse, Juan Filippo Antolini, qui n'a pas été mis en cause dans cet assassinat, s'est retrouvé jugé sur le même banc que les accusés de ce commando. Présumé coupable d'attentat matériel et condamné à 10 années d'emprisonnement, il en a passé 6 dans plusieurs prisons, ce dont il a témoigné dans un livre, Affaire Erignac, 10 ans de prison. Juan Filippo est l'un des porte-parole du collectif corse Padriotti, un collectif composé d'anciens prisonniers politiques corses, unis pour défendre tous leurs prisonniers politiques. Il est donc, vous l'aurez compris, légitime à répondre en toute connaissance aux différents sujets sur lesquels nous allons l'interroger. Salut Juan Filippo. Salut a tutti. Lorsque j'ai appris qu'Ivan Colonna était corse par son père et breton par sa mère, femme bretonnante née dans nos monts d'Arrée, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander quel a été le poids pour lui du rejet par l'État français de ces deux cultures familiales. Condamné pour l'assassinat du préfet Erignac en décembre 2007, condamnation confirmée en appel en mai 2011, Ivan Colonna a pourtant toujours réfuté ces accusations. En quelques mots, Juan Filippo, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs les circonstances tragiques ayant amené la Corse à se lever et nous dire quels sont aujourd'hui les sentiments du peuple corse à l'égard d'Ivan Colonna? Au début du mois de mars 2022, le summum de l'horreur a été atteint dans une prison française à Arles, puisqu'un détenu a agressé extrêmement sauvagement un de nos prisonniers politiques, Ivan Colonna, qui est tombé dans le coma et qui est mort 3 semaines après, malheureusement. La réaction de la Corse a été splendide. Des dizaines de milliers de gens sont descendus dans les rues, hurler leur colère, témoigner leur solidarité à la famille d'Ivan Colonna. L'ignominie terrible a été atteinte au moment de son enterrement, où au même moment, à la même heure, à la même minute, des gendarmes de la caserne de Foriani entonnaient des chants païens et chantaient leur hymne en fêtant l'enterrement d'Ivan Colonna. 2 jours plus tard, le dimanche suivant, ils chantaient beaucoup moins lorsque des centaines de jeunes Corses sont venus leur demander des comptes et leur expliquer que nous n'avions pas la même culture et que pour nous le mort était sacré. Les communications des gouvernants français se sont multipliées depuis plusieurs semaines, jusqu'au président de la République française qui a déclaré qu'Ivan Colonna n'était pas un héros. Effectivement, Jean Nigaud, lui aussi, n'était pas un héros lorsqu'il a été tué. L'État français, le maréchal Pétain, le considérait comme un terroriste. L'histoire l'a jugé comme un résistant. Je pense qu'en Corse, l'histoire jugera les Corses qui ont pris les armes, qui ont fait le sacrifice de leur liberté ou le sacrifice de leur vie, comme Ivan Colonna, comme des résistants. Mais déjà à l'actualité, Corse les juge comme des héros. N'en déplaise au président de la République française, si des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues d'Ajaccio, de Bastia, de Corti, devant le commissariat, devant les casernes de gendarmes à Foriani,
Ah, spretu, de partout en Corse, a Portivetio. C'est bien parce que Ivan Colonna est un héros. C'est un héros parce que il symbolisait l'injustice d'un État aveugle qui cherchait la condamnation pour la condamnation, qui était dans la vengeance. Et Ivan Colonna était devenu un symbole, le symbole de cette injustice dont la Corse refuse. Le président de la République française et les ministres français ont beau répéter de partout qu'il a été condamné 3 fois pour un assassinat. Il a été condamné 3 fois sans aucun élément de preuve à son encontre, et c'est pour ça que c'est un héros. Parce que l'État français a bafoué ses règles élémentaires les plus basiques de son droit pour arriver à le condamner 3 fois. Ivan Colonna vivant était un symbole, le symbole de cette injustice. Ivan Colonna mort, il est devenu un martyr de notre cause. Oui, monsieur le président de la République, c'est un héros. Et il restera à jamais gravé dans nos mémoires comme un héros. Et la Corse peut être fière d'avoir de tels héros à honorer. Car nous avons en Corse des gens capables encore de lutter debout, les armes à la main, pour défendre notre terre. Je ne suis pas sûr qu'il en reste beaucoup en France pour faire la même chose. Un auxiliaire de prison, c'est un détenu classé par l'administration pénitentiaire française comme quelqu'un capable de lui apporter une aide de façon sereine en prison pour différentes tâches, lesquelles sont payées entre 20 et 30% du SMIC, une fonction normalement interdite aux détenus particulièrement signalés. Que sait-on de l'assassin d'Ivan Colonna, cet auxiliaire devenu le responsable de la salle de sport dans laquelle il a tué Ivan Colonna? Aurait-il dû devenir un auxiliaire pénitentiaire, ou peut-on, à juste titre, poser la question de l'implication de l'État français dans cet assassinat? L'assassin d'Ivan Colonna, qui a été choisi comme auxi, comme on dit dans les prisons, auxiliaire de prison, est un personnage extrêmement surprenant. C'est quelqu'un qui n'aurait jamais dû avoir la classification d'auxi. Tout d'abord parce qu'il a commis de très nombreux problèmes. Il a pris en otage une infirmière. Il a mis le feu un nombre incalculable de fois à sa cellule. Et il serait devenu tout d'un coup, selon la directrice de l'établissement pénitentiaire qu'il a nommé auxi, un détenu modèle. C'est ce qu'elle a déclaré sous serment devant la commission d'enquête parlementaire qui l'a interrogé. Seulement, on a appris quelques jours plus tard que ce détenu avait eu un nombre incalculable d'incidents, bagarres, insultes, radicalisation, tout au long de sa détention à Arles. Donc aujourd'hui, cette ancienne directrice est en train de justifier devant des parlementaires sous serment l'injustifiable. Il y a de quoi se poser beaucoup de questions, et nous nous posons beaucoup de questions. Cet individu n'aurait jamais dû être auxi, de par son parcours, de par son statut de DPS, de par sa dangerosité, de par sa radicalisation, et de par son comportement avec les autres. Donc, qui, à un moment donné, a favorisé son placement en tant qu'auxi? Nous ne le savons pas. On essaye de nous le faire passer comme un fou de Dieu qui aurait agi pour l'intérêt de Dieu. La réalité semble être tout autre. Nous avons affaire à un individu qui est intelligent, qui joue aux échecs, qui est islamiste radical, mais qui accepte un avocat commis d'office qui est une femme. Donc, nous nous posons beaucoup de questions et nous attendons d'avoir les réponses à ce crime qui, incontestablement, est un crime d'État. Le jour de l'agression d'Ivan Colonna, la presse française, sans conserver toute la neutralité qui aurait été nécessaire, a de suite présenté ces faits en les qualifiant d'actes commis par un djihadiste. Peut-on imaginer qu'en diffusant cette information, l'État français ait voulu aiguiller l'opinion publique? Je trouve effectivement extrêmement surprenant qu'on ait pu, dès le début, dès les premières minutes, faire sortir l'information comme quoi c'était un salafiste qui avait attaqué Ivan Colonna et tué Ivan Colonna, puisque la première information c'était celle-là. C'est assez surprenant parce que l'information qui a été donnée à la presse, qui a été donnée par l'État français à la presse, oriente immédiatement vers un salafiste. Et puis, rapidement, le parquet antiterroriste se saisit de l'affaire
car il n'y a aucun antécédent entre les deux détenus. Sous-entendu, c'est un acte qui est potentiellement commandité. Et on se réjouit de voir que, waouh, pour une fois, le parquet antiterroriste va chercher la vérité et non pas à condamner des Corses ou des Basques. Non, on a été vite déçus. En quelques jours, le parquet antiterroriste a bouclé son enquête pour dire que c'était un acte isolé d'un fou de Dieu. C'est évidemment un raccourci que nous ne pouvons pas accepter. C'est pour ça que la Corse entière demande Justitia e Verita, justice et vérité pour Ivan Colonna, car on ne peut pas se satisfaire de cette explication qui ne nous convient pas, qui est trop simple et qui ne correspond pas aux premiers éléments que nous avons concernant cette affaire. Il a été dit dans la presse que des détenus politiques corses auraient été la cible de menaces islamistes. Ces menaces paraissent-elles plausibles ? Comment s'entendent en prison les prisonniers politiques corses avec les autres prisonniers ? Et surtout, au regard de ce qui vient d'arriver à Ivan Colonna, vos prisonniers politiques sont-ils à l'abri dans les prisons ? À ma connaissance, la Corse, les Corses et les prisonniers politiques corses n'ont jamais reçu aucune menace venant de la part d'islamistes. Et pour avoir moi-même fréquenté les cours de prison de la France, je peux vous dire que je n'ai jamais eu aucun souci et qu'au contraire, nous avons toujours été en bonne entente, nous avons toujours respecté leur religion comme ils respectaient la nôtre quand ils parlaient avec nous. Et jamais des menaces publiques n'ont été proférées. Est-ce que la sécurité de nos prisonniers est assurée dans les prisons françaises ? Bien évidemment non. Force est de reconnaître que non, puisque Alain Ferrand a été victime d'une tentative d'assassinat il y a 15 ans et Ivan Colonna a été tué. Ça fait beaucoup, ça fait trop, et nous ne pouvons pas l'accepter. Nous étions présents devant les députés représentant tous les groupes de l'Assemblée nationale française le 15 décembre dernier pour leur dire que si l'État français avait supprimé la peine de mort, c'était la peine de mort qu'on voulait appliquer pour nos prisonniers en les laissant mourir dans les prisons françaises, en leur refusant le rapprochement et la libération. Malheureusement, pour Ivan Colonna, ces propos étaient prophétiques et nous le regrettons profondément. Une enquête parlementaire demandée auprès de l'État français est en cours. Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui sur la nomination par l'ancienne directrice de la prison d'Arles de cette Auxi ? Peut-on espérer que nous connaîtrons bientôt qui a réellement ordonné cette nomination ? Nous sommes dans un monde de communication, d'échange. Nous sommes à l'époque d'Internet. Aujourd'hui, les informations circulent extrêmement vite. L'État français a une responsabilité accablante et évidente dans cet assassinat. Et peut-être même plus. Les langues vont finir par se délier, car cette directrice qui vient témoigner devant une commission d'enquête et qui vient mentir devant une commission d'enquête, à un moment donné, il va falloir qu'elle nous dise pourquoi elle a menti, qui elle a voulu protéger, d'où venaient les ordres et qui est impliqué, car on ne peut pas imaginer une seule seconde qu'elle n'ait pas eu connaissance des multiples agressions qui ont été révélées dans le dossier de l'assassin d'Ivan Colonna et que malgré tout, elle ait décidé de le placer comme Auxi, mais en plus qu'elle ait décidé de mentir devant la commission parlementaire. Donc il va falloir qu'elle s'explique qui lui a demandé de mentir et pourquoi elle a menti. Et je pense que très prochainement, nous saurons la vérité sur cet aspect-là des choses, car sa position est aujourd'hui intenable. Qu'est-ce que vous attendez au regard de ces événements récents ? Nous attendons maintenant l'ouverture d'un véritable processus politique. Nous attendons dans l'immédiat le retour des prisonniers qui sont encore emprisonnés dans les prisons françaises et leur libération à très court terme. Et un processus politique qui puisse nous amener sur les voies de l'autonomie dans un premier temps. Puisque bien entendu, comme de nombreux patriotes corses, je suis favorable à l'indépendance de la Corse. L'autonomie ne peut être conçue que comme une étape vers l'indépendance. Aujourd'hui, rien ne justifie que notre peuple n'ait pas le choix de son destin, à part l'État jacobin français. Ivan Colonna n'a jamais perdu l'espoir d'une Corse avançant vers ses droits. Qu'en pensez-vous, Dion Philippou ? Un jour prochain, nous réaliserons le vœu d'Ivan Colonna dans cette dernière interview qu'il avait donnée à un prisonnier basque, où il disait qu'il avait confiance et que nous allions nous réveiller. Alors oui, nous allons nous réveiller. Et ça va faire très mal à l'État français quand nous allons nous réveiller. En tous les cas, de la part du peuple breton, comme nous le formulons aussi, nous vous souhaitons que ce vœu se réalise
au plus vite pour vous. Nous allons maintenant aborder ensemble la seconde partie de notre émission. Et d'abord, en quelques mots, Duan Philippou, pouvez-vous, par vous-même, vous présenter et nous dire si la découverte de votre identité corse a été une chose tardive ou si vous avez toujours baigné dans cette identité? Alors moi, je suis aujourd'hui responsable de l'organisation de défense des prisonniers politiques depuis une quinzaine d'années et je suis un ancien prisonnier moi-même puisque j'ai été condamné à 10 ans de prison, notamment dans l'affaire Erignac. Et je suis militant depuis mon plus jeune âge, nationaliste. Alors, cette identité, j'ai pas eu à la découvrir, c'est pas une chose tardive, je suis né dedans. Je dirais presque comme un héros français, que je suis tombé dans la marmite de potions corse quand j'étais petit, que j'ai bu tout le contenu et que les effets sont permanents chez moi. En effet, à l'âge de 4 ans, mon père était au maquis pour avoir pris les armes pour défendre cette terre. Donc, je m'inscris dans une tradition de défense de la terre qui est multiséculaire, multimillénaire. Car je crois que dans l'histoire de notre pays, nous avons toujours lutté, les armes à la main, contre tous les envahisseurs, quels qu'ils soient. Et nous les avons toujours, tous, à un moment donné, renvoyés à la mer. Je disais il y a quelques années dans un discours aux Journées internationales de Corte que les Romains sont restés 750 ans en Corse, mais qu'aujourd'hui ils reviennent en touristes. Les Génois sont restés 500 ans en Corse, aujourd'hui ils reviennent en touristes. Les Français n'y sont que depuis 253 ans, et demain, eux aussi, ils y reviendront en touristes. Et à ce moment-là seulement, ils seront les bienvenus. Qu'est-ce que le nationalisme représente pour vous? Quelles valeurs vous y attachez? Le nationalisme a toujours représenté pour moi la défense de l'identité, la défense de la terre, la défense de la culture et la défense de ce que nous sommes. Si mes idées nationalistes se sont ancrées au plus profond de moi pour en faire aujourd'hui, et depuis de nombreuses années, depuis de nombreuses décennies, pour en faire un mode de fonctionnement, un mode de vie, c'est tout simplement parce que lorsque l'on s'intéresse un peu à l'histoire de la Corse, on ne peut pas faire autrement que de comprendre que ce qui se passe en Corse n'est pas normal. Il n'est pas normal aujourd'hui en Corse que nous n'ayons pas droit à notre langue, que nous n'ayons pas droit à notre histoire, que nous n'ayons pas le droit finalement à notre identité, et qu'on veuille nous faire vivre avec une identité autre que la nôtre, qu'on veuille faire disparaître notre identité, notre langue, ce qui fait que nous sommes différents. J'ai eu l'occasion de dire au ministre français de l'Intérieur il y a 15 jours que nous n'étions français ni par la langue, ni par l'histoire, ni par la géographie. Apparemment, nous ne le sommes pas non plus par la culture, car nous avons vu des événements ces derniers jours qui nous ont profondément choqués, que des gens puissent faire la fête et chanter volontairement à l'heure d'un enterrement est quelque chose d'inadmissible pour nous, car nous avons le respect des morts, de tous les morts, pas uniquement les nôtres, même nos adversaires. Ce n'est pas le cas des gendarmes français, des militaires français qui, eux, ne nous ont pas respectés. Pourriez-vous nous apprendre dans quelles conditions la Corse est devenue, bien avant la France, un État qui ressemblait à une république? Au cours du XVIIIe siècle, les Corses ont fait leur révolution bien avant les Français et bien avant les États-Unis d'Amérique. Après 500 ans de présence génoise, la République de Gênes était devenue beaucoup trop oppressante pour la Corse. Les Corses ont commencé à se rebeller à partir de la fin de l'année 1729. Et puis, rapidement, cette rébellion est devenue une véritable révolte. À plusieurs reprises, la République de Gênes, qui n'avait pas d'armée, a loué les services, d'abord de l'empereur d'Autriche, puis du roi de France, pour calmer les révoltés. Et puis, au milieu du XVIIIe siècle, en 1755, une nouvelle révolte éclate et Pascal Paoli est appelé pour prendre la tête de cette révolte et pour prendre la tête de cette nation corse qui, le 14 juillet 1755, a déclaré son indépendance, dans la nuit du 13 au 14 juillet. Pascal Paoli est donc élu général en chef de cette Corse et il va s'inspirer de ce qu'il sait, de ce qu'il connaît, pour donner à cette Corse tous les attributs de ce que l'on appellerait aujourd'hui une république, qu'on n'appelait pas à l'époque une république, mais tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui une démocratie. C'est-à-dire que très rapidement, il va mettre en place des structures étatiques
avec la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Il va lui-même refuser à plusieurs reprises d'intervenir au niveau du judiciaire pour montrer qu'il y a une séparation des pouvoirs. Il va doter la Corse dès le mois de novembre 1755 d'une constitution où de facto tous les Corses sont égaux devant la loi. Il va faire des choses extraordinaires en ce milieu du XVIIIe siècle. À une époque, l'Europe entière se prosterne devant des monarques de droit divin. Lui va mettre en place la véritable démocratie, c'est-à-dire le peuple qui décide, allant jusqu'à donner le droit de vote aux femmes lorsqu'elles sont chefs de famille. Je rappelle que les Français devront attendre le général de Gaulle, les Françaises devront attendre le général de Gaulle avant de pouvoir voter. Donc oui, Pascal Paul, il met en place un État libre, avec des structures étatiques qui sont dignes d'une république. Le mot de république n'est pas utilisé à l'époque car la Corse se considère comme un royaume qui n'a pour seul souverain que la Vierge Marie qui est protectrice de la Corse. La république, c'est le mot à l'époque que l'on utilise pour Gênes, qui n'est pas une démocratie mais qui est une oligarchie avec le pouvoir concentré à quelques familles puissantes. Donc ce mot n'est pas utilisé à l'époque, mais dans les réalités du XXIe siècle, c'est ainsi qu'il faut définir ce qu'a été la Corse, c'est-à-dire un État libre où les gens sont égaux devant la loi et où la promotion se fait au mérite. Et ça va être un gros choc quand les Français vont venir nous conquérir, c'est que là on va basculer dans l'ancien régime, c'est-à-dire une promotion qui se fait à la naissance, à la noblesse et non plus au mérite. Pascal Paul, il va doter la Corse de tous les attributs d'un État indépendant. De nombreux pays vont la reconnaître, d'autres ne reconnaîtront jamais cette indépendance. Et il va notamment doter la Corse d'une monnaie isoldi. D'ailleurs, les Génois, pour essayer de tenter de ruiner notre économie, vont envoyer des faux monnayeurs en Corse, pour l'anecdote. Il va doter la Corse d'un drapeau, il va officialiser le drapeau à tête de mort. Il va également doter la Corse d'une université pour former les cadres de demain. Et il va doter la Corse d'une petite marine, d'une petite armée régulière, plus une armée qui peut être mobilisée par tiers en cas de problème, ce qui sera le cas en 1768. Il va essayer de développer l'économie, il va favoriser l'implantation notamment à Lise, ou la port de commerce qu'il va créer, l'implantation d'une communauté juive pour favoriser l'économie, et il va dire tout naturellement que ces étrangers, à partir du moment où ils viennent vivre en Corse pour favoriser le développement de notre économie, ils ont droit à la citoyenneté, ils ont le droit de vote. Donc Pascal Paoli est en avance sur son temps, mais si aujourd'hui il n'est pas reconnu pour son œuvre au niveau français, il l'est au niveau mondial. Il y a une place, une rue, une statue à Rome, un buste à Londres, à Westminster. Il a des villes qui portent son nom aux États-Unis. Donc il est mondialement reconnu pour son œuvre. D'ailleurs, les États-Unis se sont inspirés de la constitution de Paoli lorsqu'ils ont déclaré l'indépendance, et plus tard lorsqu'ils ont, en 1787, avant la Révolution française, promulgué leur constitution. Elle est inspirée, c'est un fait prouvé historiquement, inspirée de celle de Pascal Paoli. Donc oui, Pascal Paoli a fait de la Corse une nation qui a brillé au firmament des nations libres et qui a montré les chemins de la liberté, de la démocratie, au point que, lors de la Révolution française en 1789, les révolutionnaires français se sont pressés pour rendre hommage à Pascal Paoli. Mirabeau, qui était soldat en 1769, dira « Ma première jeunesse a été souillée par une participation aux guerres de Corse ». Robespierre dira à Paoli, lorsqu'il le recevra dans son club des cordonniers en 1790, « Monsieur, vous avez mis en place la démocratie à une époque où nous n'osions y rêver ». Pascal Paoli sera d'ailleurs en contact avec Jean-Jacques Rousseau pour écrire une deuxième constitution encore plus complète que la première. Malheureusement, les troupes de Louis XV viendront mettre un terme à ces échanges et à cette démocratie. Pouvez-vous en quelques mots nous raconter l'histoire de l'invasion de la Corse par le Royaume de France ? Depuis longtemps, les Français ont des vues sur la Corse. Ce ne sont pas les seuls. La Corse a une position stratégique au cœur de la Méditerranée, car vous savez que les navires, lorsqu'ils traversent la Méditerranée, même encore aujourd'hui, utilisent des routes maritimes. Et ces routes maritimes amènent 2/3 du trafic de la Méditerranée au large de la Corse. Donc forcément, nous avons été, surtout à une époque où il n'y avait pas encore d'avion, où la Méditerranée, qui est quand même une mer exceptionnelle, qui est en contact avec 3 continents différents,
était le cœur des échanges économiques de l'ancien monde. Donc la Corse a toujours été convoitée, mais encore aujourd'hui, on voit que la base aérienne de Solenzara, qui ne rapporte rien à la Corse et beaucoup à l'État français, est une base aérienne qui a été utilisée lors des grands conflits de ces 20 dernières années. Les avions de l'OTAN sont partis de Solenzara pour bombarder Milosevic en Yougoslavie, pour bombarder Kadhafi, dont le père était vraisemblablement un héros corse de la Deuxième Guerre mondiale, un aviateur, basé au Liban en 1942. Les avions sont partis également de Solenzara lors de la Première Guerre du Golfe. Donc on voit qu'encore aujourd'hui, au XXIe siècle, ou à la fin du XXe siècle, la Corse a, même avec les moyens techniques de nos jours, une position stratégique indéniable en Méditerranée. Et ça a été plus notre malheur que notre bonheur, car nous avons fait beaucoup d'envieux. Et au cours de notre histoire martyrisée, les successions de civilisations qui sont venues nous conquérir se sont succédées. Mais nous avons toujours eu la force à un moment donné de relever la tête, de dire « Awa bashta, maintenant ça suffit » et de les renvoyer d'où elles venaient. C'est en cours pour la France, c'est pas encore fini, mais c'est en cours pour la France. Alors que s'est-il passé en ce XVIIIe siècle ? C'est que les Français avaient déjà eu des vues sur la Corse au milieu du XVIe siècle, avec notamment l'alliance avec Sampiero Ugorsu, qui était l'un des plus grands mercenaires du XVIe siècle, qui avait été au service des Médicis, des papes, puis du roi de France. Et profitant de la haine que Sampiero vouait aux Génois, ils avaient tenté déjà une première fois de s'en emparer. Ils l'ont eu pendant quelques années, entre 1553 et 1559, et puis en 59, un traité international, la Cateau-Cambrésis, a mis fin à la présence française en Corse, sur pression de l'Espagne par rapport à son allié génois. Et on voit dès le début du XVIIIe siècle cette volonté française de s'immiscer dans les affaires corses et de s'emparer de cette position ultra-stratégique en Méditerranée, avec plusieurs interventions à la demande des Génois. Et puis, en 1768, après 15 ans d'indépendance, les Génois n'ont même plus les moyens financiers de maintenir les troupes françaises dans les citadelles, car la Corse indépendante s'entend sans la présence des 5 citadelles qui sont toujours aux mains des Génois, qui ont mis les troupes françaises pour ne pas qu'on arrive à les conquérir, les principales citadelles de Corse, hormis Corté, qui est la seule citadelle corse. Donc toutes les citadelles du littoral sont aux mains des Français. Le traité de Compiègne arrive à son terme en 68 et les Français vont signer un nouveau traité avec la République de Gênes. C'est le fameux traité de Versailles du 15 mai 1768 qu'on a souvent interprété faussement comme un traité de vente de la Corse. Alors, autant le dire tout de suite, les Génois n'ont jamais vendu la Corse. De toutes les manières, ils n'en étaient plus propriétaires. Et ça existe, les traités de vente à l'époque. Ce n'est pas le cas. C'est pas un traité de vente. Ce traité s'appelle Traité de restauration de la souveraineté de Gênes sur la Corse. Donc, évidemment, c'est un traité de dupe, car les Génois cèdent la souveraineté qu'ils ont sur les citadelles de Corse, et en échange de cela, les Français vont faire un don pour entretenir de bons rapports. Donc la seule chose qu'ils vendent, c'est une possession de citadelle, et encore, ils ne le vendent pas vraiment, car il est précisé dans le traité que les Français doivent noter tout ce que l'entretien des citadelles leur coûte, en hommes, en matériel, tout ce que cela leur revient comme frais. Et le jour où les Génois voudront récupérer ces citadelles, il leur suffira de régler la note, étant donné que les Génois donnent également la possibilité aux Français, si éventuellement ils arrivent à conquérir des territoires autour des citadelles, cela entrera dans les frais, et le jour où la République de Gênes voudra récupérer ses possessions, il lui suffira de payer la note. Donc techniquement, si la République de Gênes existait encore, elle pourrait aujourd'hui réclamer le retour de la Corse dans son giron, moyennant le paiement de ce que les Français ont engagé comme frais pour maintenir cette présence. Donc ce n'est pas un traité de vente. C'est un traité de dupe, car c'est un traité au cours duquel les Génois vendent quelque chose qui ne leur appartient pas, ou donnent en location longue durée quelque chose qui ne leur appartient pas, et les Français signent un contrat sans avoir l'intention de le respecter, ils n'ont pas l'intention de rendre la Corse. En fait, qu'est-ce que c'est ce traité de Versailles ? C'est pour les Français un moyen d'acheter un droit d'ingérence internationale en Corse.
C'est-à-dire qu'ils vont débarquer au nom de la République de Gênes, et nos alliés, que ce soit le tsar de Russie, que ce soit le roi d'Angleterre, ne pourront rien dire, car officiellement les Français viennent pour aider les Génois à restaurer la souveraineté de Gênes sur la Corse et à préserver les citadelles. Donc c'est un acte international qui va leur permettre de débarquer. Cette conquête militaire de la Corse par les armées du roi de France va se passer en 2 étapes. La première année va se solder par une cinglante défaite pour les armées de Louis XV à la bataille de Borg, le 8 octobre 1768, et une grande victoire pour les nationaux corses, qui vont traiter les prisonniers français avec égard, les officiers mangeant à la table de Paoli, par exemple, et n'étant pas emprisonnés, logeant chez l'habitant à Corté. Et puis, la deuxième conquête va être un peu différente, car les Français vont arriver avec une artillerie beaucoup plus adaptée au maquis corse, en ayant pris des contacts et en ayant compris certaines mentalités, en ayant acheté certains généraux. Et la deuxième phase de la conquête militaire va se solder par la défaite de Ponteno, le 8 mai 1769, qui va ouvrir la route de Corti, notre capitale, aux troupes françaises. Ça va être la fin du fonctionnement de la Corse indépendante. Dans les semaines qui vont suivre, Pascal Paoli partira en exil avec ses principaux lieutenants, et c'est la fin du gouvernement de la Corse indépendante et le début de la francisation de la Corse, avec tout ce que cela importe pour la France de l'Ancien Régime, qui vient de mettre un terme à la première démocratie de type moderne en Europe. Et là, ça va être un choc terrible pour les Corses, et je crois qu'on s'en est jamais remis. Et qu'il faudra bien peut-être un jour recommencer la bataille de Ponteno pour voir si ils ont toujours le dessus. Comment les Corses, après l'invasion des troupes françaises de Louis XV, vont être traités par le Royaume de France? Comment se comportent ces troupes? Cette présence française en Corse, dès les premiers temps, va être marquée par la violence, va être marquée par les drames. Les soldats de la Corse indépendante vont devenir des bandits, des filous, des vilains, comme on dit à l'époque. Ils vont être traités pire que des prisonniers de droit commun. D'ailleurs, les Français vont préparer le bâtiment défensif de la grosse tour de Toulon, qui va être transformé en prison pour y envoyer les nationaux corses. On va traiter tous ceux qui continuent à résister comme des bandits. Et là va commencer 2 siècles et demi de répression terrible. Je pense par exemple aux pendus du Niolu. Les pendus du Niolu, c'est une révolte 5 ans après la perte de l'indépendance, des nationaux qui se révoltent, qui prennent les armes pour aller combattre les Français. Et puis la Corse ne se soulève pas, les gens rentrent dans le village et les Français vont faire un exemple. Ils vont choisir 11 gnolins et ils vont leur faire un procès au cours duquel ils n'auront pas le droit d'être défendus par des avocats dans une langue qu'ils ne comprennent pas. On va les condamner à mort, à être torturés. Les Français ne trouveront pas un seul Corse ou un seul habitant du Niolu pour leur donner les éléments de bois nécessaires à la construction des instruments de torture. Finalement, ils seront pendus aux arbres à l'entrée du village. C'est ce que l'on appelle dans le Niolu l'annu dia disgradia, l'année du malheur. Et c'est le premier procès politique de notre histoire, c'est le premier procès injuste de notre histoire. Et malheureusement, depuis 253 ans, depuis la conquête militaire de la Corse, nous n'avons droit qu'à cela, des procès injustes, instrumentalisés avec la volonté de condamner, de frapper, de faire mal. Nous avons eu de nombreux épisodes de répression aveugle, comme en 1808 par exemple à Isola Celiviumor, où le général Morand, qui gouvernait la Corse, parce qu'une gendarmerie a été attaquée par des bandits, décide de réunir toute la population du village pour exécuter la plupart d'entre eux et déporter les autres. Donc c'est notre lot depuis 253 ans. Mais un jour, il faudra que cela finisse. Le peuple corse, à la Révolution française, a-t-il été, comme en Bretagne, dans le comté de Nantes, en Vendée militaire, soumis à des massacres de masse des populations civiles, massacres à l'origine de la création du mot terrorisme durant la période de la terreur? Alors la Révolution française en Corse, elle va bien commencer. Elle va très bien commencer parce que dès le début de la Révolution, les Corses vont adhérer à cette idée révolutionnaire
qui consiste à réclamer la liberté, l'égalité, la démocratie, parce que tout simplement, ce sont les idées que Pascal Paoli avait mis en pratique 20 ans plus tôt. Donc ça se passe très bien. D'ailleurs, dès 90, Pascal Paoli est rappelé d'exil à Londres. Il est reçu en héros à Paris. Le marquis de Lafayette se précipite pour lui servir de guide à Paris. Il est reçu par le roi de France. Il est reçu par Robespierre. Et il revient le 14 juillet 1790 en Corse en triomphe, où il est élu président du premier conseil départemental de l'époque, et avec les pleins pouvoirs. Il est élu également général en chef de la garde nationale corse. Et Paoli, la Corse entière, adhère volontiers à cette révolution française. Comment aurions-nous pu faire autrement ? C'est nous-mêmes qui avions mis en place les prémices de cette révolution, en tout cas ces idées, en Corse. Et donc pendant 3 ans, les choses vont se passer relativement bien. Et puis rapidement, cette révolution française qui était empreinte de démocratie et de liberté va très rapidement se transformer en terreur. Et la politique de la terreur, c'est 1793, c'est le roi de France guillotiné, puis à la fin de l'année, la reine. C'est le moment où l'on convoque à la barre de cette convention tous les gens qui dérangent et qu'on coupe en deux systématiquement. Et à ce moment-là, un autre Bonaparte va entrer dans l'histoire en tant qu'un grand traître, c'est Lucien Bonaparte qui est député et qui va faire en sorte de déclarer Pascal Paoli traître à la République française. Et Pascal Paoli est déclaré traître à la République, on lui demande de venir s'expliquer à la barre de la Convention, et si Pascal Paoli se présente à cette barre, il sera condamné et guillotiné comme tous ceux qui y sont passés. Donc la Corse entière, comme un seul homme, se lève derrière Paoli, refuse toute convocation, refuse toute atteinte à l'honneur de Pascal Paoli, et on va rompre les liens avec la France. Sachant qu'il nous est impossible de résister à l'armée française, que nous n'avons pas les moyens, nous ne sommes pas prêts, Pascal Paoli va alors demander l'aide de ses alliés anglais, et à partir de 1794, on va créer le Royaume anglo-corse, qui malheureusement va échouer, car les Anglais, c'est des Anglais, et ils vont décider de nommer vice-roi de Corse un Anglais, là où la Corse entière attendait au moins Pascal Paoli, si ce n'est un Corse. Et en 96, c'est l'échec du Royaume anglo-corse, les Anglais se retirent de la Corse et les Français l'occupent de nouveau. Mais 94-96, c'est le pire moment de la terreur, et cet épisode, cet intermède anglais du Royaume anglo-corse, va nous permettre d'éviter les massacres que la Vendée, par exemple, a connus, les massacres de populations civiles que l'on a connus à travers un peu de partout en France. Nous, on va passer totalement à côté grâce à Paoli, qui a demandé l'aide des Anglais. Malheureusement, le Royaume anglo-corse sera un échec, et en 96, c'est l'avancée d'un autre Bonaparte, cette fois-ci le général Bonaparte, Napoléon Bonaparte, qui par son avancée dans la campagne d'Italie va isoler les Anglais en Méditerranée qui vont quitter la Corse. Lorsque Jules Ferry a imposé l'école obligatoire en interdisant d'y parler d'autres langues que la langue française, les vôtres ont-ils été soumis, comme ici, à la destruction de leur langue maternelle ? Obligeait-on aussi, comme ici, les enfants à se dénoncer entre eux quand ils parlaient autrement qu'en français ? Et quelle est la situation aujourd'hui en Corse pour votre langue ? Au cours du XXe siècle, la France va essayer d'imposer dans toutes les régions qu'elle a conquises, qui sont sous sa domination, la langue française. Et on va retrouver en Corse, comme en Bretagne, comme ailleurs, des affiches avec marqué « Il est interdit de cracher par terre et de parler corse ». Comme il y avait chez vous, il est interdit de cracher par terre et de parler breton. Donc il va y avoir un très gros travail de criminalisation de la langue qui va commencer à porter ses fruits après la Deuxième Guerre mondiale dans les années 60. Lorsque mon père était à l'école à cette époque, et lorsqu'il rentrait au village, qui était à 100 mètres de l'école, dans sa maison du village, parfois il m'a raconté les scènes où sa grand-mère le giflait en lui disant « Le maître m'a dit que tu avais parlé corse à l'école. » Sa grand-mère le giflait pour cela. Mais elle lui disait cela en langue corse, car elle ne savait pas parler le français.
La génération de mon père, née après la guerre, est une génération qui a appris le français comme une langue étrangère. Et mes grands-parents, qui parlaient corse entre eux, qui était leur langue de communication, qui parlaient corse avec mon père, s'arrêtaient de parler corse lorsqu'ils s'adressaient à moi, comme si c'était mal. Donc non seulement ils ont essayé de nous faire perdre notre langue, mais en plus ils l'ont criminalisée. Moi, je l'ai reçu en héritage de mon père, et c'est une merveille, car une langue, c'est une grande richesse pour un enfant. Et j'essaye de la donner en héritage également à mes enfants, car c'est quelque chose d'important pour moi. Aujourd'hui, la langue corse est à la côte, parce que s'il y a 30 ans, lorsque j'étais au lycée, parler corse était ultra-nationaliste, voire poseur de bombes, aujourd'hui, parler corse, c'est quelque chose de général, les jeunes générations le parlent, et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est bien vu, parce qu'on a réussi à dépolitiser cette question et parce qu'on a réussi à faire en sorte de faire comprendre aux Corses que la langue, c'était notre patrimoine, c'était notre richesse et qu'il était important que nos enfants puissent la parler. D'ailleurs, c'est la perte de la langue dans les années 70 qui a déclenché le riaquishtu. Le riaquishtu, c'est ce phénomène des années 70 qui part de la langue, du chant, qui va aller jusqu'à l'identité, jusqu'à la revendication, qui va être au début d'une région, puisque c'est l'action régionaliste corse qui porte les premières revendications, puis dès 73 une autonomie, et puis dès 76 avec le FLNC l'indépendance. Et donc ça a été un très long travail qui a porté ses fruits. Aujourd'hui la langue corse, même les antinationalistes font des interviews en langue corse, la parlent et la défendent. D'ailleurs, lorsqu'on a eu le processus de Matignon il y a 20 ans, que la Corse s'est déchirée politiquement en deux entre ceux qui voulaient le pouvoir législatif ultra-majoritaire, même parmi les clanistes en Corse, et ceux qui voulaient le statu quo, on a eu 43 élus d'un côté, 9 de l'autre, mais on a eu 100% des élus qui ont demandé à ce que la langue corse soit obligatoire. Donc aujourd'hui, la langue, elle a la côte, elle est en danger, mais elle a la côte. Et les jeunes continuent à la parler et c'est notre espoir pour la sauver. Est-ce que les Corses colonisés comme les Bretons ont été envoyés en première ligne sur le front en 14-18 ? Quelles ont été les pertes humaines pour votre pays ? La Première Guerre mondiale a été, au niveau corse, un traumatisme. Un traumatisme parce que les Corses sont partis massivement. Des lois spéciales s'appliquaient pour la Corse qui faisaient qu'on était plus mobilisés qu'ailleurs, qu'on était mobilisés plus longtemps, qu'on avait moins de permissions et qu'on était mobilisés même si on était père de famille, de plusieurs enfants. Et donc cela a donné des chiffres effarants. Nous sommes une population, en 1914, de 320 000 habitants. Nous avons 48 000 personnes qui ont été mobilisées et 12 000 qui ne sont pas revenus, qui sont morts à la guerre. Ça fait un taux de morts par rapport au nombre de mobilisés qui est le plus élevé de France, qui atteint 26%, qui atteint les chiffres des colonies d'Afrique du Nord. Je crois aussi que la Bretagne, effectivement, a été plus touchée, puisqu'en France, la moyenne de morts par rapport au nombre de mobilisés de 16%, elle est pratiquement du double en Corse. On atteint les 20 à 30% des morts par rapport au nombre de mobilisés uniquement dans les territoires qui sont considérés comme des colonies, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Corse. Et je crois la Bretagne également, vous atteignez un chiffre plus important que ce qui s'est passé en France. La volonté était très claire. C'était ce racisme au plus haut niveau de l'État, notamment de Clemenceau, qui avait proposé de rendre la Corse à l'Italie quelques années auparavant pour le franc symbolique, et qui disait les Corses viennent avec des bateaux entiers pour monter au front, quelques barques suffisent pour ramener leur reste. On voit à travers cette phrase tout le dédain que Clemenceau pouvait avoir pour les Corses. En France, il y en a qui sont partis faire la guerre de 14-18 à 17 ans parce qu'ils ont triché sur leur âge. En Corse, il y en a qui sont partis parce que par arrêté préfectoral, on pouvait s'engager dès 17 ans et les Corses se sont engagés massivement. Les pertes humaines ont été terribles et ce qui a été terrible, c'est que quand vous mobilisez 48 000 personnes sur une population de 300 000, 320 000, eh bien, ça veut dire qu'il y a pratiquement un actif sur deux hommes qui est mobilisé
Et un actif sur deux mobilisé, ça veut dire qu'on, sur une société agro-pastorale comme la nôtre, nous n'avons plus les moyens de nous occuper des champs et des troupeaux. Et ça a été une blessure profonde pour notre économie qui ne s'en est pas remis. Comment s'est passée la Seconde Guerre mondiale en Corse? Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Corse a réalisé la prédiction de Jean-Jacques Rousseau qui disait, au milieu du XVIIIe siècle, « J'ai comme dans l'idée qu'un jour cette petite île étonnera l'Europe ». Effectivement, nous avons étonné l'Europe et même le monde entier, car si au début de la guerre, nous participons bien sûr à la drôle de guerre, les soldats qui sont mobilisés le font, dès 1940, la Corse est en zone non occupée, et puis le 8 novembre 1942, les Italiens de Mussolini, les fascistes italiens de Mussolini viennent occuper la Corse. Et là, on va devenir en quelques heures le département le plus occupé d'Europe, puisque pour une population qui est descendue à 200 000 habitants, conséquence de la Première Guerre mondiale, nous passons à une terre qui est occupée par 80 000 Italiens, pratiquement un occupant pour 2 habitants et quelques. Et pendant 10 mois, les Corses vont résister avec des martyrs et des héros. Et puis, lorsque le maréchal Badoglio officialise l'armistice de l'Italie le 8 septembre 1943, à ce moment-là, nous allons déclarer l'insurrection, car sachant qu'après la chute de Mussolini, l'Italie allait lui faire défaut, Hitler avait envoyé des troupes, et son idée était de récupérer la Corse pour garder un pied-à-terre en Méditerranée, pour contrer les débarquements alliés, dont celui de Salerne, qui avait commencé en Italie centrale. Mais les troupes allemandes, et notamment la 90e Afrika Korps qui revenait d'Afrique du Nord, les anciennes troupes de Rommel, ne vont pas réussir à conquérir la Corse ou reconquérir la Corse, car débarquée à Bonifacio, la 90e Afrika Korps va être bloquée dans l'Alta Rocca par l'héroïsme de notre résistance. C'est le village de Liuy, notamment, qui va empêcher les Allemands de passer. Alors les Allemands vont abandonner l'idée de garder la Corse, vont se contenter de garder la plaine orientale pour faire passer l'Afrika Korps et pour l'envoyer en Italie. Un Afrika Korps qui va prendre tellement de coups en Corse que cette troupe va arriver en Italie incapable de combattre. Finalement, le 4 octobre 1943, harcelé par le premier bataillon de choc, les tirailleurs marocains que le général Giraud nous avait envoyés, qui avaient pris au bout de 15 jours le pas de la résistance, eh bien, le 4 octobre 1943, à 6 heures du matin, le dernier Allemand quitte la Corse, faisant de la Corse le premier département d'Europe à se libérer du joug fasciste et nazi. Une Corse qui, pendant ces 10 mois d'occupation, ne va dénoncer aucun juif. Aucun juif ne sera déporté de Corse, car les juifs ont été protégés en Corse par les Corses, au point qu'aujourd'hui certains souhaiteraient donner aux Corses le titre d'île des Justes, qui serait totalement mérité pour cette terre qui les a protégés. Juste une soixantaine ont été internés dans des conditions tout à fait décentes en Corse, du côté du village d'Asco. La Corse a-t-elle toujours été consciente de devoir défendre son territoire, son identité et sa langue, ou y a-t-il eu, comme pour la Bretagne, un réveil identitaire? La Corse a eu à subir de nombreuses invasions au cours de son histoire, mais la plupart des envahisseurs sont restés sur le littoral. La plupart des envahisseurs, notamment les Génois, ne nous ont pas dérangés dans notre langue, dans notre culture, car ils sont très proches de nous, aussi bien linguistiquement que culturellement. Ils ne nous ont pas mis en danger notre identité. Le problème s'est posé avec la France, et notamment avec la France du XXe siècle, quand cette France a voulu nous faire perdre notre langue, parce que la France, c'est pas l'Italie, c'est pas l'Allemagne, c'est un pays qui s'est construit sur des conquêtes militaires, qui donc ne respecte pas les territoires conquis. Donc la France a toujours eu cette volonté de vouloir annihiler les identités des territoires qu'elle avait conquis. C'est pour cela que quand c'est devenu un problème réel, les Corses ont réagi. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la Corse était encore une terre rurale, pastorale, agro-pastorale. Une terre où les gens habitaient dans les villages, dans les montagnes, parlaient leur langue sans problème. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une francisation à outrance de l'espace qui a commencé à déranger les gens, parce que quand les Corses se sont rendus compte que certains jeunes Corses ne parlaient plus le corse, ne chantaient plus le corse,
quand on s'est rendu compte que les bergers qui étaient partis dans les HLM à Loubine étaient en train de perdre leur identité, il y a eu le Riacuiche, tout ce réveil identitaire qui a fait que les gens ont commencé à créer des écoles de chant, à créer des cours de langue corse dans les années 70, à créer toute une activité autour de l'identité, parce qu'on se rendait compte qu'on la perdait. Et il y a eu une revendication politique, et puis là on s'est rendu compte, comment ? Il y a des territoires où on autorise l'enseignement de la langue, et nous on nous dit que c'est même pas une langue. Donc les Corses n'ont pas compris. Et puis quand vous êtes face à un État qui ne vous écoute pas, qu'est-ce qui vous reste à part, à un moment donné, prendre les armes ? D'autant plus que la revendication identitaire corse, elle est extrêmement, même si on n'utilise pas le mot il y a 50 ans, elle est extrêmement écologique. Pourquoi ? Parce que les premières revendications politiques, c'est lié à l'écologie. On a la France qui, dans les années 60, veut faire des essais nucléaires en Corse, parce qu'ils perdent leur territoire en Algérie pour faire les essais, donc ils vont venir les faire en Corse. On a des grands spécialistes qui viennent nous expliquer que ça se fera en dehors de la saison touristique commençante, qu'il n'y a aucun danger pour la population. Vous savez, les mêmes qui sont venus nous dire en 1986 que le nuage de Tchernobyl s'est arrêté juste à la frontière de la France, mais il n'a pas touché la France. Et pas touché la Corse non plus. Donc aujourd'hui, on sait ce qu'il en est. Donc les Corses se sont mobilisés par la force, ont fait reculer l'État français. Et puis, dans les années 70, 1973, c'est les Bouts Rouges. On a une compagnie italienne qui vient, qui déverse des déchets toxiques au large du Cap, en toute tranquillité. L'État français fait rien. On manifeste, on occupe, on bouge, on bloque les ports, il ne se passe rien. Puis un jour, il y a un commando de Corse qui part au port de Livourne, qui fait sauter le bateau, le Scarlino 2, qui transportait ces déchets. Là, ils ont compris qu'on n'était pas contents. Et là, ils ont arrêté de déverser les déchets toxiques. Donc, vous voyez comment la défense de la mer ou la défense de la terre ont pu être à un moment donné des catalyseurs de la revendication d'identitaire corse. Et puis, la revendication écologique, même si elle ne porte pas son nom, quand vous avez des commandos du FLNC qui vont faire sauter des camps de vacances construits au bord de l'eau ou des villas construites dans des espaces remarquables, c'est de l'écologie. Hein. Ce combat écologique, il est ancré au plus profond de nous. Il a participé au Riacuiche, il a participé à notre lutte, il a participé à nos victoires. Si aujourd'hui les gens reconnaissent qu'une grande partie de la Corse n'est pas urbanisée, bétonnée, c'est parce qu'il y a eu des clandestins corses du FLNC qui ont risqué leur vie. Certains en sont morts, qui ont risqué leur liberté. Beaucoup sont allés en prison pour la défendre, cette terre. Et je crois que c'est une grande richesse pour un territoire aujourd'hui en Europe d'avoir des gens capables de le défendre, capables de défendre cette terre. On le voit si on fait un parallèle avec ce qui se passe en Ukraine, où les gens ont eu le courage de prendre les armes pour s'opposer à la Russie. Je ne suis pas sûr, en France, demain, qu'il y aura beaucoup de monde pour s'opposer à quoi que ce soit si un jour le territoire français venait à être mis en danger par un envahisseur quelconque. Parce que de plus en plus aujourd'hui en France, on essaye de mettre en avant les balances, la paix. C'est très très bien d'aller dénoncer son voisin. Si demain la France est de nouveau occupée, ça va se passer comme en 1940. Il va y avoir la moitié de la population qui va faire des lettres pour dénoncer son petit voisin, soit parce qu'il est d'une religion qui ne convient pas, soit simplement parce qu'il dérange, mais on va le dénoncer quand même. Et en Corse, nous avons encore la chance extraordinaire d'avoir un peuple capable de réagir et capable de prendre position contre des choses qui sont inacceptables. La Corse est un pays de territoires qui se sont par le passé combattus très durement et qui pourtant portent tous un amour profond pour leur pays. Quelle a été la politique d'influence de la France sur vos populations ? La Corse est un territoire de clans, de clanisme, et depuis le Moyen-Âge, les clans se sont organisés avec des chefs de famille qui ont été reconnus comme chefs de clan, et des familles entières qui se sont unies derrière ce chef de clan. Le clanisme s'est très vite adapté à la francisation de la Corse et à partir de la Troisième République aux élections. Ce clanisme a porté énormément de tort à la Corse avec la complicité de l'État français, mais dont les principaux responsables étaient les chefs clanistes eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que le clan a fonctionné pendant tout le XXe siècle comme une véritable pompe à exode. C'est-à-dire que les chefs clanistes, pour s'assurer la fidélité de leur clientèle, ont trouvé des emplois à l'extérieur de la Corse et ont permis à de nombreux Corses de quitter
la Corse. Ce qui a fait, à une époque, surtout après la Première Guerre mondiale, où l'économie de la Corse agro-pastorale était défaillante parce qu'on avait perdu le savoir-faire, on avait perdu les mains pour s'occuper des troupeaux et des champs pendant la Première Guerre mondiale, eh bien, de la Première Guerre mondiale aux années 60, donc des années 20 aux années 60, pendant 40 ans, le clan a vidé la Corse de ses substances, notamment dans la fonction publique française, mais également, alors ça c'est un peu moins le clan, mais c'est les Corses qui, par l'une des grandes valeurs de notre peuple, qui est la solidarité, à la fin du 19e, au début du 20e, sont partis massivement vers l'Amérique latine. Puis ensuite, pendant la première moitié du XXe siècle, ils ont continué à partir en Amérique latine, mais ils sont également partis dans les colonies. Et là, ça doit être le syndrome du colonisé, parce que la Corse a quand même fourni 1/5 de l'administration coloniale à la France. Donc on retrouvait des Corses de partout dans le monde, partout la France avait des colonies. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, pendant une vingtaine d'années, ça a été dans la fonction publique française. Notamment le métro, les douanes, les surveillants de prison, la poste également, où de très nombreux Corses sont partis. Et ça a fait que, en 60 ans, entre le début du XXe siècle et les années 60, la Corse a perdu un tiers de sa population. Ça a été un véritable drame pour la Corse. La Corse s'est stabilisée dans les années 60 et a commencé à retrouver une population plus en adéquation avec son territoire et son histoire, jusque dans les années 90. Et puis là, depuis les années 90, on a un autre problème qui s'est passé, puisque dans les années 70, l'État français avait demandé à l'Hudson Institute un rapport sur la Corse, qu'est-ce qu'il faut en faire. Et dans les possibilités que l'Hudson Institute avait données, il disait il faut remplacer la population locale corse pour ne pas avoir de problème et vous la noyer dans une population venue de l'extérieur. Et c'est ce qui est en train de se passer depuis 30 ans, où on est passé de 260 000 habitants dans les années 90 à 340 000 aujourd'hui, en 30 ans seulement. Et aujourd'hui, l'INSEE annonce plus de 5 000 nouveaux arrivants en Corse par an, qui ne sont pas corses, qui pour la plupart sont des Français. On a fait des tests, on sait très bien qu'à compétences équivalentes, systématiquement, on va écarter de la fonction publique le Corse pour choisir le fonctionnaire français qui n'a aucun rapport avec la Corse. Donc il y a une volonté très forte aujourd'hui d'augmenter cette colonisation de peuplement et de faire disparaître le peuple corse en le noyant dans une population venue de l'extérieur. Donc c'est un problème gravissime qui aujourd'hui est au cœur de tous les débats et au cœur de toutes les attentions des Corses. La question suivante va être longue à aborder avant d'être posée parce que c'est une question très sensible. Je ne souhaite ni faire du sensationnalisme déplacé, ni encourager aucune forme de violence, ni juger ou absoudre, j'en ai pas les pouvoirs, mais seulement tenter de mieux comprendre des actes. Tout comme en Bretagne, depuis notre perte d'indépendance, il y a eu en Corse une résistance, comme vous nous l'avez expliqué, pour défendre votre culture, votre peuple et votre environnement contre l'oppression niant vos droits, et tout comme les mouvements bretons, les mouvements corses n'ont jamais commis d'actes de terrorisme visant des populations civiles innocentes, comme ceux commis durant la terreur révolutionnaire française, ou plus proche de nous, ce terrible d'Île-de-France contre des civils. Mais les membres du commando auprès duquel vous avez été jugé, pour des faits différents, ont fait le choix non pacifique de la guérilla, c'est-à-dire qu'ils ont délibérément exécuté un homme, non pas parce qu'ils en voulaient à l'homme, à l'individu, mais parce qu'il représentait, par sa fonction de préfet dans votre île, l'État français. Il y a maintenant plus de 20 ans que ces faits dramatiques se sont produits. Et ma question va certainement passer pour naïve auprès d'anciens militaires français qui nous écoutent et qui ont réalisé sur ordre de la France des actes identiques d'assassinat. Mais vous qui avez côtoyé ces hommes au procès, excepté Yvan Colonna jugé par la suite, comment peut-on expliquer que des Corses ont décidé de prendre la vie d'un autre, sachant qu'ils seraient pris et condamnés, qu'ils passeraient le restant de leur vie en prison et surtout qu'ils devraient porter toute leur vie le poids sur leur conscience d'un assassinat? Qu'est-ce qui a déclenché cet assassinat? La lutte de libération nationale des Corses, effectivement, a été pendant 38 ans, tant que le FLNC l'a porté, une lutte qui a utilisé les armes
pour s'attaquer à l'État français. Au cours de ces 40 ans de lutte, à plusieurs reprises, le FLNC ou des nationalistes se réclamant du nationalisme dur ont assassiné des représentants de l'État français. Dans notre lutte, contrairement à ce qui a pu se passer dans la lutte des Basques ou surtout dans la lutte des Irlandais, ce n'a pas été un recours fréquent. Ce sont même des exceptions, puisque en 40 ans de lutte, l'État français a perdu 12 représentants en Corse, gendarmes ou autres, ou préfets, et seulement la moitié ont été revendiqués par le FLNC. Donc il y a eu effectivement des moments où le FLNC a pris la décision de tuer. Notre lutte n'est pas une lutte qui a été sanguinaire. Les spécialistes estiment qu'en 40 ans de lutte, il y a eu plus de 10 000 attentats qui n'ont jamais fait de victimes, car les attentats qui ont été commis par des militants nationalistes corses ont toujours été les attentats où les auteurs prenaient soin de ne pas faire de victimes. À quelques reprises, rares, les Corses ont décidé de s'en prendre à la vie. C'est quelque chose qui n'est pas dans notre ADN, qui n'est pas dans notre mentalité, car la vie humaine est sacrée. Malheureusement, à quelques reprises, ce choix a été fait, délibérément ou pas. Je pense aux événements d'Aléria où le premier gendarme ont été tués. Donc, volontairement ou pas, à un moment donné, le pas a été franchi. En ce qui concerne le commando Érignac, qui est le commando du groupe Sancy qui a tué le préfet Érignac, ils ont pris la décision à un moment donné d'abattre un homme voulant atteindre avant tout le symbole qu'il représentait, l'État français, puisque c'en était le plus haut représentant, alors qu'il n'avait rien de particulier qui méritait la mort, en tout cas, rien qui méritait la mort, de s'en prendre à ce père de famille. Qu'est-ce qui, dans la tête de ce commando, les a amenés à commettre un tel acte ? D'abord, il faut le souligner, ce n'est pas un acte crapuleux, ils n'ont tiré aucun bénéfice personnel de cette action, c'est un acte éminemment politique. Qu'est-ce qui les a amenés à pousser cela ? Le raisonnement est très simple. Quelques mois auparavant, une opération commando exceptionnelle est menée contre la gendarmerie de Pedrusela. Cette opération commando amène ce groupe sans sigle à prendre en otage les gendarmes, raser, détruire complètement la gendarmerie, repartir avec le véhicule, les uniformes et les armes des gendarmes qui ont été mis en sécurité, qui n'ont pas été blessés dans cette action. Donc c'est une action politico-militaire qui atteint le summum de ce qu'il peut être fait, raser entièrement un bâtiment des militaires français en Corse sans faire aucune victime. Et il n'y a eu aucune réaction aussi bien dans les médias français que de la part des politiques français. Cela n'a rien changé, alors que c'était l'une des actions certainement les plus fortes qui avaient été commises au niveau clandestin. À ce moment-là, les militants de cette structure clandestine, qu'on appelait à l'époque le groupe sans sigle, puisque leur communiqué de revendication n'était assorti d'aucune signature, d'aucun sigle, pourtant ils prouvaient que c'était eux qui avaient fait les actions qu'ils ont revendiquées. Attentats contre l'ENA, attentats contre Jean-Marie de Pedrusel, attentats contre Vichy également. Et à ce moment-là, ils se sont dit qu'ils étaient allés aussi loin qu'ils pouvaient aller sans faire de victimes, que ça ne changeait rien, que l'État français n'infléchissait pas sa position en Corse, rien ne changeait, et ils ont décidé de commettre cette action contre le préfet en le tuant pour faire réagir l'État français et obtenir que les choses changent en Corse, pour les mêmes raisons qui ont poussé les gens à créer le FLNC, pour les mêmes raisons qui ont poussé les gens à commettre 10 000 attentats en 40 ans. Ils ont simplement fait l'analyse que les attentats sans victimes ne suffisaient plus et ils ont décidé d'abattre un préfet. Un an et demi plus tard, en décembre 99, presque 2 ans plus tard, Lionel Jospin ouvrait le processus de Matignon qui aurait conduit à l'autonomie de la Corse si Lionel Jospin n'avait pas perdu l'élection présidentielle de 2002. Donc voilà pourquoi des hommes ont choisi d'ôter la vie à un autre homme, même si ça a été très lourd à porter pour eux, et ils l'ont dit clairement lors de leur procès. Quelques jours après l'assassinat du préfet Érignac, cette même année 1998, Jean-Pierre Chevènement nomme un autre préfet, le préfet Bonnet,
chargé de faire appliquer avec fermeté toutes les lois de la République française en Corse pour punir l'ensemble du peuple corse de cet assassinat dont il n'est pourtant pas collectivement responsable. Ce préfet Bonnet décide alors de faire détruire les établissements corses qui, d'après les lois françaises, ne respectent pas la loi dite de préservation du littoral et ordonne officiellement la destruction d'une première paillote. Face au refus de sa destruction par les populations et les appuis politiques dont dispose le propriétaire, il est obligé d'y renoncer et bascule alors dans l'illégalité la plus totale en ordonnant à ses équipes de gendarmes, pour en détruire d'autres, de commettre des attentats. Une première paillote, incendiée, est totalement détruite et le préfet Bonnet ordonne la destruction d'une seconde en faisant déposer par ses équipes à proximité un faux tract sur lequel il est écrit que le propriétaire de cette paillote est une balance pour faire croire à une vengeance entre Corses. Mais les choses tournent mal, un des gendarmes est blessé par un retour de flamme et les équipes indépendantes d'enquêteurs retrouvent par la suite, en fouillis dans le sable, des cagoules d'intervention de la gendarmerie française, ce qui démasque le complot pour lequel l'État français, devant ces faits visibles de tous, doit juger son préfet et le condamne à de la prison ferme. Comment est-il possible de comprendre, Johan Philippou, qu'un préfet, soi-disant chargé de faire respecter des lois, ait volontairement créé les conditions pour que des Corses s'affrontent si son plan préfectoral de dépose de faux tracts avait réussi, et peut-on penser qu'il n'était qu'un outil aux mains du gouvernement français ? L'affaire des paillotes en 1999 est une affaire d'État qui a failli faire tomber le gouvernement Jospin, incontestablement. Le préfet Bonnet est arrivé avec des pleins pouvoirs, avec un groupement de gendarmes, le GPS, à ses ordres, et il a usé et abusé de son poste pour mener un maximum d'opérations anti-corse. Son but était de se faire de la publicité, d'apparaître pour un nouveau Zorro. Il s'était passé la même chose en 1931 lorsque les Corses avaient été dégoûtés par un assassinat d'un bandit et que cet assassinat avait été hautement réprouvé. Les Français avaient cru à cette époque que les Corses allaient accepter tout et n'importe quoi. Le président du conseil de l'époque, le sinistre Pierre Laval, qui a fini fusillé par les Français, avait déclaré « Force doit rester à la loi, la Corse est un département comme les autres, la loi s'y applique ». Jospin et Chirac ont déclaré la même chose en 1998 après la mort du préfet et ont reproduit exactement le même schéma avec des centaines d'arrestations, des milliers d'arrestations même en 1998 et des dizaines d'incarcérations. Ça avait été le même cas en 1931. Et la même chose s'est passée en 1931 et en 1998. C'est-à-dire qu'ils ont fini par retourner totalement l'opinion publique contre l'État français. L'attitude du préfet Bonnet, qui est allé envoyer des gendarmes pour brûler une paillote, est une attitude criminelle. D'abord, il a porté atteinte à un établissement de plage qui est un moteur de notre économie et non pas une verrue de notre littoral. Le préfet Bonnet n'a pas choisi de s'attaquer aux centres de vacances construits au bord de l'eau. Il n'a pas choisi de s'attaquer aux villas de gros propriétaires qui ont construit des villas, parfois en toute illégalité, comme Séguéla. Il a choisi de s'attaquer à un des moteurs de notre économie. Et quand il a été repoussé par la force, par le peuple qui s'est opposé à la destruction de la paillette de M. Carta, il a décidé d'entrer en clandestinité. Son geste est extrêmement grave. En mettant un tract sur place, Ferraud balance des flics, il espérait faire naître des affrontements entre Corses. Et ses objectifs étaient encore plus sombres puisqu'il avait prévu d'aller mitrailler des maisons de nationalistes pour faire recommencer la guerre entre nationalistes. Bernard Bonnet était tellement mégalomane et tellement fou qu'on peut penser que la folie qu'il avait lui vient des ordres qui lui ont été donnés avec les pleins pouvoirs pour rétablir l'état de droit, mais on ne peut pas imaginer
que des gouvernants français aient donné ordre d'aller brûler une paillote illégale. C'est un dérapage du préfet Bonnet. Nous avons pris l'habitude, ces 70 dernières années, d'avoir des préfets qui finissent mal. Je vous rappelle que nous avons eu comme préfet Papon, qui a été condamné pour complicité de crimes contre l'humanité. Nous avons eu le préfet Huran, qui a été condamné après le drame de Fouriagne. Nous avons eu le préfet Bonnet, qui a été emprisonné, condamné et emprisonné pour ses actes. Donc on peut considérer que malheureusement, ce n'est pas le premier préfet adjoncté que l'on envoie en Corse. La question à se poser, c'est pourquoi nous envoie-t-on de tels préfets en Corse ? Et encore, je ne parlerai pas du dernier préfet qui est parti au mois de février en prenant soin de vider les caisses de l'Assemblée de Corse. Nous avons incontestablement toujours été considérés par l'État français comme une colonie et on nous a certainement souvent envoyé les pires. On sait qu'en 1994, le Parlement de Bretagne a été incendié parce qu'il contenait les bureaux du juge Van Rymbeck qui instruisait différentes affaires gênantes, dont celle pour Charles Pasqua du faux suicide de Robert Boulin en 1979. Et on sait aussi, comme nous l'a révélé l'historien Reynald Secher dans une autre émission, que depuis des années, l'État français, à coups de valises pleines de billets, achetait ou tentait d'acheter des hommes. On parle souvent de mafia gravitant autour de la Corse, mais la plus puissante de toutes ne serait-elle pas l'État français lui-même? Combien de drames ou de drames évités, comme dans l'histoire des faux tracts de la Paillote, ont pu être organisés? L'État français a à de nombreuses reprises envoyé en Corse des barbouzes et loin de faire repentance, je rappelle l'affaire Bastelega-Fesch en janvier 1980 où un commando aux ordres du commandant Bertolini monte au village de Bastelega avec une voiture bourrée d'armes pour assassiner l'un des leaders nationaliste de l'époque, le regretté Marcel Lorenzoni, arrêté par des militants nationalistes qui avaient eu l'information. Finalement, la presse est prévenue, les gendarmes encerclent le village pour empêcher la presse de passer. Les insurgés quittent par la montagne, dans la neige, le village de Bastelega pour se rendre à l'hôtel Fesch pour médiatiser leur prise. Ces barbouzes qui avaient sur eux des cartes du SAC, le service d'action civique, qui était une organisation d'État, ont été pris la main dans le sac et le commandant Bertolini, en janvier de cette année, vient de recevoir la Légion d'honneur. C'est-à-dire que 40 ans après, non seulement l'État français ne fait pas repentance, mais félicite ce fonctionnaire zélé d'avoir voulu tuer un militant, un responsable politique nationaliste. Donc oui, depuis très longtemps, l'État français tente des actions barbouzardes en Corse. Il en a tenté beaucoup ont été avortées, certaines ont malheureusement réussi. Et les valises d'argent, il y en a qui ont circulé, notamment dans les années 90, selon la Vox Populi. Ces valises d'argent ont permis de créer la zizanie avec des gens qui ont eu la faiblesse d'accepter, de profiter, d'imaginer qu'ils avaient un pouvoir absolu. Cela a créé au sein du nationalisme des divisions qui ont été dramatiques, avec la guerre fratricide que nous avons connue en 94, 95, 96, et qui heureusement s'est terminée en 99 par la paix de Miliacciaro. Dans votre livre, Affaire Érignac, 10 ans de prison, vous racontez le procès auquel vous avez assisté pour les faits qui vous étaient reprochés. Vous livrez vos sentiments tels que vous les avez vécus et écrits au jour le jour. Et vous racontez également l'univers carcéral empli de la dérive de toute une société. Ce témoignage est tellement riche qu'il pourrait également faire toute une émission. Une phrase m'a marqué, celle-ci. Au cours de mes années d'incarcération, j'ai rencontré de nombreux surveillants. La plupart, et surtout les anciens, avaient beaucoup de respect pour les prisonniers politiques corses. Tout d'abord, ils savaient que nous ne leur planterions pas de fourchette dans le dos et qu'en cas de problème, ils pourraient trouver refuge dans nos cellules. Ça a toujours été le cas. À plusieurs reprises, dans les années 80 ou même 2000, lors d'émeutes ou d'évasions ratées, les prisonniers politiques corses, pour des raisons humanitaires, ont toujours empêché une violence gratuite contre des surveillants en position de faiblesse. Est-ce que vous pensez que les gens ont conscience qu'il existe des prisonniers politiques qui ne sont en prison que parce qu'à un moment ou à un autre, ils ont voulu
pas toujours, mais le plus souvent de façon pacifique, défendre de vraies valeurs comme celle du droit des peuples à être eux-mêmes? Quand vous me posez la question de savoir si les gens ont conscience qu'il y a en Corse des prisonniers politiques qui sont incarcérés dans les prisons corses ou souvent françaises, l'opinion publique corse le sait très bien, car les prisonniers politiques, lorsqu'ils sortent de prison, sont fêtés et reconnus en tant que tels. Pour l'opinion publique française, c'est un peu plus difficile d'y répondre et en tout cas un peu plus complexe. Par contre, chez les surveillants pénitentiaires, les anciens faisaient incontestablement la différence entre un prisonnier politique corse et un délinquant ou un criminel de droit commun. Car ils savaient que chez les Corses, il y avait des valeurs, ils savaient que les Corses pourraient, à un moment donné, les protéger en cas de problème, comme cela a été le cas dans l'histoire des prisons françaises, chaque fois qu'il y a eu des émeutes, parce que nous sommes profondément humanistes et que nous n'acceptons pas de voir une personne, même si c'est un surveillant de prison, se faire massacrer à 10 ou 15 ou 20 contre 1. Ce n'est pas notre vision de l'humanisme, ce n'est pas notre vision de la lutte. Quelqu'un qui va régler un problème à 1 contre 1, à armes égales, c'est louable. Quand on tombe à 20 ou 30 sur une personne, c'est de l'acharnement et cela ne peut pas nous plaire. Pouvez-vous nous expliquer, Juan Filippo, ce qu'est le collectif corse dont vous êtes l'un des porte-parole, Padriotti? Il y a 4 ans, nous avons décidé, pour la première fois dans l'histoire de la Corse, de nous organiser entre anciens prisonniers politiques et nous avons créé le collectif Padriotti, qui a l'avantage de réunir des gens qui viennent de tous les horizons politiques du nationalisme corse, ce qui nous a permis, depuis 4 ans, d'avoir une écoute énorme auprès de la société civile et une réponse massive à toutes les demandes de mobilisation que nous avons faites, que ce soit des conférences de presse ou que ce soit la grande manifestation que nous avions organisée il y a 2 ans, qui a été un succès populaire à Bastia contre la répression, manifestation qui a réuni des milliers de personnes et qui s'est terminée dans le calme d'ailleurs. Donc le collectif Patriote s'est organisé autour de plusieurs axes de réflexion. Nous sommes rendus compte que nous avions des problèmes en tant qu'anciens prisonniers, essentiellement liés aux fichiers sur lesquels nous sommes inscrits et aux amendes exorbitantes auxquelles l'État français nous condamne en même temps que nous sommes condamnés à des années de prison. Donc nous avons plusieurs thèmes que nous portons. Au niveau des fichiers, nous luttons contre le FNAEG, qui est le fichier des empreintes ADN que l'État français constitue en toute illégalité en Corse, en prenant systématiquement l'ADN de tous les gens qui sont mis en garde à vue pour constituer un fichier de l'ensemble du peuple corse. Contrairement à ces lois, d'ailleurs, les militants qui refusent, qui passent en jugement, obtiennent gain de cause, car on ne peut prendre l'ADN à quelqu'un que si il y a des indices graves et concordants à son encontre, selon la loi française, et non pas pour ses idées politiques. Donc nous sommes d'ailleurs au niveau français devenus une jurisprudence importante, et tous les défenseurs des libertés individuelles ont recours à cette jurisprudence au niveau de l'ADN, puisque l'État français fait n'importe quoi en Corse. Après, il y a le fichier FINIADA. C'est un fichier sur lequel, lorsqu'on est condamné, on est automatiquement inscrit par l'État français et qui interdit d'avoir des armes. Cela aurait pu paraître anodin, mais le problème, c'est que depuis quelques années, les préfets en Corse dénoncent les gens qui sont sur ce fichier, et notamment les gens qui ont des permis de chasse, et qui donc se trouvent dans l'impossibilité de pouvoir légalement détenir une arme de chasse et légalement aller à la chasse, puisqu'ils sont dénoncés par le préfet comme étant inscrits sur ce fichier, ne peuvent plus pratiquer ce loisir qui fait partie intégrante de notre culture. Et enfin, le troisième fichier, c'est le fichier FIGET, qui a été mis en place en étant rétroactif après les attentats qui, au Bataclan et au Stade de France, avaient fait de nombreuses victimes et avaient ému la France. Le Parlement français a légiféré dans l'urgence et dans l'émotion. On a profité pour faire passer cette loi qui instaure une sorte de contrôle judiciaire continu pour les gens, même après leur libération, même après la fin de leur peine. Donc on leur impose pendant 10 ans une sorte de contrôle judiciaire, un fil à la patte, avec demande d'autorisation obligatoire pour quitter le territoire français.
Donc cette loi rétroactive s'applique ou pas aux prisonniers politiques corses selon les desiderata du parquet. Donc des fois on demande des inscriptions, des fois on ne le demande pas. On obtient même parfois la suppression de ce fichier, mais dans la grande majeure partie des cas, le parquet essaye de mettre ce fichier qui est insultant, parce que c'est un fichier qui nous assimile à des terroristes, et en plus à des terroristes islamistes, alors que nous sommes des résistants. Et nous luttons contre cela. De nombreux militants refusent de signer cette infâme figette, et on leur fait systématiquement des procédures avec des condamnations de plus en plus lourdes. Le but est de les renvoyer en prison en utilisant le fait que ce sont des hommes, qu'ils sont debout, qu'ils refusent ces amalgames scandaleux, et des procédures se multiplient. Et enfin, les amendes, nous avons des gens qui ont été condamnés à 600, 700, 800 000 euros d'amende, qui ont des saisies régulièrement sur leur compte. On a même un militant qui a négocié un étalonnement de sa dette sur 1500 ans, et ça a été accepté par le Trésor public français. Donc là, on est dans le n'importe quoi, mais on est dans un n'importe quoi qui peut être très grave, puisque les gens qui ont des amendes de 700 800 000 euros ne vont pas pouvoir transmettre leur patrimoine à leurs enfants ou hériter du patrimoine de leurs parents. Dans une terre comme la Corse, avec l'attachement que nous avons à notre terre, c'est quelque chose d'inadmissible, d'inenvisageable. Et donc nous luttons pour essayer de faire supprimer ces amendes et ces inscriptions dans ces différents fichiers. Nous sommes allés à un très haut niveau, puisque nous avons été à Bruxelles l'année dernière rencontrer des parlementaires européens pour leur expliquer le problème. Nous avons rencontré des groupes de l'Assemblée nationale française pour leur expliquer le problème. Et nous l'avons même évoqué devant le ministre de l'Intérieur de la France lorsqu'il est venu il y a 3 semaines en Corse pour expliquer qu'il y avait une différence. Donc, en plus de ces problèmes qui concernent uniquement les anciens prisonniers, le collectif Patriote, bien sûr, lutte contre toute forme de répression et soutient tous les prisonniers politiques qui sont incarcérés. À ce titre, nous étions en décembre dernier à l'Assemblée nationale française pour demander le rapprochement d'Ivan Colonna, d'Alain Ferrand et de Pierre Alessandre. Malheureusement, on ne nous a pas écoutés et il a fallu beaucoup de revendications dans les rues, beaucoup de heurts, beaucoup d'affrontements pour qu'enfin on nous promette le retour, malheureusement trop tard pour Yvan, mais de Pierre et d'Alain, qui devraient, nous l'attendons, revenir dans les jours qui viennent, si, une fois de plus, le gouvernement français ne nous a pas menti et s'il tient, pour une fois, exceptionnellement, une promesse. Donc le collectif Patriote occupe le terrain de l'antirépressif en Corse et compte bien l'occuper tant qu'il y aura des prisonniers politiques et tant que tous les problèmes concernant les anciens prisonniers ne sont pas réglés, tant qu'il restera des prisonniers corses sur les fichiers et tant que les anciens prisonniers corses auront des amendes à payer. On remarque que la société en général a changé et compris pour la plupart la richesse des cultures, des langues et des territoires. Mais le pouvoir en France, détenu non pas par les élus mais par le Conseil constitutionnel autoproclamé sage, continue de se dresser contre la réalité de peuples différents et continue de parler de décentralisation en n'ayant pas encore compris que l'Île-de-France n'est ni le centre de la Corse, ni celui du Pays Basque, de la Catalogne, de l'Alsace, de la Savoie, et pas plus celui de la Bretagne ni de tous les autres. Combien de temps faudra-t-il, d'après vous, pour que l'État français suive à minima le chemin de la Grande-Bretagne, qui également, ancienne puissance coloniale, a apporté à l'Écosse, au Pays de Galles, ou encore à l'île de Man, qui ne fait que 572 km² comparé aux 8722 km² de la Corse, un parlement, un gouvernement, le droit de gestion de l'essentiel de leurs impôts, de leurs finances, et sont considérés nation et peuple sans système préfectoral qui se dirige, droit reconnu de détermination des peuples, vers leur indépendance. Où en est la Corse dans ce chemin-là ? La revendication d'une autonomie pour la Corse est une revendication qui est portée par le mouvement national depuis 49 ans. C'est en 1973 que l'action régionaliste corse s'est transformée en Azione per la rinascita di Agorsica, Action pour la renaissance de la Corse, passant d'une revendication régionaliste à une revendication autonomiste. Cette revendication, portée depuis 49 ans, a été approchée en 1981-82 et en 1990-91 au moment des statuts de Fer dans un premier temps, Joxe dans un deuxième temps, où le statut de la Corse a évolué. Néanmoins, à aucun moment, lors des négociations de ces deux statuts,
l'idée de donner le pouvoir législatif à la Corse n'a été émise et bien évidemment jamais mise en pratique. Pourquoi ? Parce que la France est un pays qui s'est forgé, à l'inverse d'autres pays européens voisins, dans la conquête et non dans l'union. Les territoires qui ont été annexés à la France sont des territoires qui ont été annexés par la force. Et lorsqu'il y a eu la Révolution française en 1789, deux courants forts se sont affrontés, les Jacobins et les Girondins. Malheureusement, ce sont les Jacobins, ceux qui imaginaient qu'il fallait centraliser le pouvoir à Paris et décider pour le reste de la France, qui ont gagné. Et c'est encore aujourd'hui cet esprit jacobin qui prévaut dans tous les gouvernements français qui se sont succédés. Donc la France est aujourd'hui le dernier pays d'Europe qui ne donne pas d'autonomie à ses territoires, notamment les territoires qui sont totalement différents des autres. Nous sommes aujourd'hui la seule île de Méditerranée à ne pas avoir d'autonomie. Il y a plus de 90 régions en Europe qui bénéficient d'une autonomie. La France continue à nous fermer cette porte. Les deux fois où on a parlé de l'autonomie de la Corse réellement avec un pouvoir législatif, ça a été la première fois il y a 20 ans lors du processus de Matignon avec Lionel Jospin en 2000, 2001, 2002, qui a été avorté par le fait que Lionel Jospin n'a pas été capable d'aller au second tour de l'élection présidentielle, alors qu'une arrivée au second tour le mettait en position de gagner l'élection présidentielle. Et la deuxième fois, c'était seulement il y a 3 semaines, avec le ministre de l'Intérieur Darmanin, qui s'est déplacé en Corse et qui est venu ouvrir un dialogue à quelques semaines des élections présidentielle en France et sous la pression populaire, la pression de la rue, avec des incidents très graves qui se sont produits. Donc ce processus ira-t-il à son terme ? Nous en saurons plus dans 3 semaines si Macron est réélu président de la République française et si Darmanin est reconduit dans son poste de ministre de l'Intérieur. Ce seront des signes qui nous indiqueront si l'État français compte aller dans cette direction ou pas. De toutes les manières, un jour ou l'autre, prochainement je l'espère, les Corses prendront leurs responsabilités. Et si la France continue de nier notre identité, notre culture, notre langue, notre drapeau, comme c'est le cas, eh bien, nous prendrons nos responsabilités et nous prendrons notre indépendance. Nous ne la demanderons pas à l'État français, nous la prendrons. Sur Internet, on lit souvent des commentaires méprisants pour nos pays, pour la Bretagne, expliquant que le pays des artichauts ou des patates ne serait rien sans la France, et pour la Corse que vous n'auriez que farine de châtaigne ou sanglier sauvage. Ces propagandes coloniales, comme on pouvait jadis en lire, celles qui disaient à des pays aujourd'hui libres que sans elles, ils seraient restés des pays de sauvages, ne sont faites que pour nier la réalité économique de nos pays. Quelles sont les forces et les atouts économiques de la Corse ? Nous entendons effectivement souvent des gens qui nous disent que sans la France, nous ne serions rien, que sans la France, nous mangerions des châtaignes. D'abord, je voudrais répondre à ces gens-là que c'est très bon les châtaignes et très nourrissant. Ensuite, je voudrais répondre à ces gens-là que la Corse, c'est 10 700 ans de présence humaine et que la présence française en Corse, c'est seulement 253 ans. Ça fait pas beaucoup sur les 10 700 ans de présence humaine. Donc il faudrait expliquer à ces gens-là que pendant 10 500 ans, nous avons mangé, nous avons vécu et nous en sommes très bien sortis. Nous n'avons besoin de personne. Depuis les années 70, le mouvement national a, à de très nombreuses reprises, demandé les chiffres exacts de la balance commerciale Corse-France. C'est-à-dire combien d'argent quitte la Corse à travers les divers impôts, taxes et autres que nous payons, et combien en revient sous forme de salaires, de subventions des collectivités et frais de fonctionnement. On ne nous a jamais répondu à cette question. Le fait qu'on nous ait jamais répondu à cette question est en soi une réponse. Demain, si la Corse est indépendante, elle arrêtera de payer des impôts, parce que les Corses payent des impôts comme tout le monde. La Corse arrêtera de payer des taxes. L'économie de la Corse arrêtera de partir dans les banques françaises. Et à ce moment-là, quand nous maîtriserons notre économie, nous gagnerons beaucoup plus d'argent que lorsque nous sommes, comme aujourd'hui, sous la domination de l'État français. Ces chiffres ne sont pas communiqués, car si demain ils étaient communiqués officiellement par l'État français, il y aurait
100% d'indépendantistes en Corse. Ensuite, notre économie aujourd'hui est en difficulté car elle a été ruinée volontairement depuis 253 ans par l'État français. Je rappellerai les lois douanières du début du 19e siècle qui taxaient certains produits corses à l'exportation et qui détaxaient les mêmes produits à l'importation, ruinant tout développement de ces produits. Je rappellerai également que depuis 200 ans, on a organisé l'économie de la Corse uniquement en la tournant vers Marseille. C'est-à-dire que depuis plus de 2 siècles, l'État français a voulu nous faire tourner le dos à la Méditerranée en pensant nous faire tourner le dos à notre passé, alors qu'en fait, il nous faisait tourner le dos à notre avenir. Car l'avenir économique de la Corse ne se situe pas à Marseille. Aujourd'hui, en Corse, si vous voulez faire venir un semi-remorque chargé de marchandises, vous êtes obligé de passer par Marseille, sinon c'est la croix et la bannière, puisqu'il y a très peu de place sur certains bateaux italiens, et sur la Sardaigne, il y a carrément l'impossibilité de mettre un semi-remorque complet. Les bateaux sont trop petits. Demain, une Corse indépendante choisira son économie et se tournera vers les endroits qui économiquement sont les plus avantageux pour nous, et non pas vers les centrales d'achat de Marseille ou qui passent par Marseille. C'est incontestablement un élément important du développement économique. Aujourd'hui, la Corse vit en grande partie de son PIB sur le tourisme. Or, le tourisme tel qu'il a été développé par l'État français est un tout-tourisme qui ne bénéficie pas à l'ensemble du peuple corse. Les gens trouvent-ils normal que certaines structures, par exemple en Angleterre ou en Italie, puissent être propriétaires de centres de vacances en Corse, puissent accueillir une clientèle uniquement venue de leur pays, qui paye directement dans leur pays, sans qu'il y ait un seul centime qui passe par la Corse, à part la taxe de séjour d'1 € par personne, et qu'en plus, ces sociétés puissent mettre un personnel uniquement originaire de son pays, c'est-à-dire qu'on a des Anglais qui viennent en vacances en Corse, dans une structure qui appartient à des Anglais, avec un personnel qui est anglais, qui paye directement en Angleterre, et qui ne dépensent sur place que si à un moment donné ils sortent de leur structure pour aller acheter un sandwich. Je vous laisse imaginer ce que ça rapporte et ce que ça coûte, parce qu'il y a un coût pour ce tourisme qui ne rapporte absolument rien. De même que le tourisme bas de gamme, avec des gens qui viennent, on les voit, des fois ils font les reportages à la télévision, ils disent moi j'ai un budget de 15 € par jour, je dors dans ma voiture. Mais ces gens-là, comme les gens qui viennent dans les structures qui nous échappent totalement, sont des gens qui ont un coût pour la Corse, parce qu'ils utilisent nos infrastructures, ils utilisent nos routes, on est obligé d'aller ramasser leurs poubelles, quand c'est dans des containers encore mezzabastonade, moindre mal on dirait en français, mais que ce soit dans un container ou sur une plage, la poubelle il faut la ramasser. Quand vous avez 340 000 habitants sur un territoire, et que vous avez 3 millions de touristes, eh bien, si les 3 millions de touristes ils passent par une route, vous allez la refaire 10 fois plus vite que si vous n'avez pas ce tourisme-là. Donc ce tourisme qui ne rapporte rien, il nous coûte de l'argent. Le fait de ne pas pouvoir maîtriser notre développement touristique est un inconvénient majeur pour notre économie, comme le fait de la tourner vers Marseille. Et l'on pourrait multiplier les exemples pour dire que aujourd'hui, si l'économie de la Corse est exsangue, c'est à cause de la volonté politique de l'État français. Si la Corse aujourd'hui devenait indépendante, elle pourrait choisir son économie, elle pourrait choisir ses formations. Est-il normal aujourd'hui en Corse de ne former que 40 étudiants par an dans le tourisme ? 10 en guide interprète, 30 en MST de tourisme, master qui ne sert à rien, alors que notre économie est basée sur le tourisme. Ne devrions-nous pas, comme au temps de Pascal Paoli, nous poser la question de savoir quels sont nos besoins ? Avons-nous besoin de 400 avocats par an pour avoir 400 étudiants en première année de droit ? Ou avons-nous plutôt besoin de gens spécialisés dans l'accueil touristique, dans l'hôtellerie, dans la cuisine ? Pourquoi ces emplois-là, aujourd'hui, on ne forme pas des spécialistes ? Pourquoi on ne forme pas des Corses ? Pourquoi on ne se donne pas les moyens d'étaler notre saison touristique pour que tout le monde puisse en vivre toute l'année, au lieu d'avoir une saison ramassée sur 5 mois, comme c'est le cas aujourd'hui ? La réponse est très simple. Les lois françaises sont simples. On doit appliquer la même loi de partout. Et donc, il est hors de question, dans le cadre français, de former en Corse
des gens dont on a besoin pour notre économie, puisque cela ne va pas dans l'état d'esprit de la Constitution française qui veut que tout le monde soit égal en France devant la loi et que quelqu'un qui est formé à Dunkerque puisse, dans l'esprit de la Constitution française, faire tout à fait l'affaire pour venir travailler en Corse. On se retrouve dans cette situation avec une économie défaillante, avec un manque de formation, un manque de gens qualifiés pour occuper les emplois, avec des saisonniers qui débarquent de la France entière, voire même maintenant de l'Europe entière, pour occuper les emplois que les jeunes Corses, s'ils étaient formés, pourraient tout à fait occuper. Aujourd'hui, est-ce normal de voir débarquer en Corse des chauffeurs de cars qui viennent de Pologne ou de France, alors qu'on va nous dire qu'on n'a pas les moyens, nous, de conduire un car ? Donc je crois que ces problèmes sont intimement liés et que demain, quand la Corse sera devenue indépendante, la première question à se poser sera de quoi avons-nous besoin pour faire tourner notre économie ? Ce ne soit pas des gens qui viennent de l'extérieur utiliser les places. L'autre question, c'est comment étaler la saison pour en vivre toute l'année. Je crois que si l'on aide certaines entreprises, restaurateurs, hôteliers, compagnies aériennes à rester ouverts en dehors des périodes les plus demandées, eh bien la saison, on peut tout à fait l'allonger. Il y a de nombreuses manières pour développer notre économie. Et puis nous avons de nombreuses matières premières. Nous avons un granit qui est rarissime dans le monde. Nous avons des eaux qui sont d'une pureté exceptionnelle, eaux minérales gazeuses, naturellement gazeuses comme l'eau d'Orezza, ou des eaux de sources comme la Saint-Georges ou la Ziglia, qui obtiennent de très bons résultats lorsqu'elles font des concours sur la qualité des eaux. Nous avons beaucoup de matières premières à développer et nous avons surtout le tourisme qui doit être développé dans le sens des intérêts communs du peuple corse et non pas dans le sens des intérêts des sociétés étrangères à la Corse. Donc nous avons largement les moyens de développer notre économie. Il nous suffira d'acquérir notre indépendance pour choisir nos impôts et choisir comment développer au mieux notre économie et comment former les jeunes Corses pour qu'ils puissent participer au développement économique de la Corse en fonction des intérêts de la Corse. J'ai vu passer sur Internet une photo publique qui m'a marqué, celle d'agents de l'antiterrorisme français, même si on aura compris que le mot antiterrorisme est inadapté pour la Corse, qui posaient auprès de jeunes Corses qu'ils avaient arrêtés comme des trophées pour figer l'événement, et on se serait cru à une toute autre époque de l'histoire coloniale française. S'il y avait un mot à faire passer à ces équipes qui ne connaissent pour la plupart ni l'histoire de la Corse, ni l'histoire de la Bretagne ou de la France, et qui sont souvent choisis pour cette ignorance, quelle remarque leur feriez-vous ? Effectivement, il y a quelques mois, des policiers français se sont pris en photo avec de jeunes Corses qu'ils venaient d'arrêter pour les transférer à Paris. Les policiers français sont très courageux, il faut le reconnaître, surtout lorsqu'ils sont à 10 contre 1. Lorsqu'ils sont à 1 contre 1, c'est autre chose. Les gendarmes qui ont été arrêtés dans la gendarmerie de Pedrousel et mis à l'abri par le groupe sans sigle qui a fait sauter la gendarmerie n'ont pas fait preuve d'un grand courage. Je les ai croisés au premier procès Erignac, 5 ans après les faits. Les pauvres gendarmes étaient encore traumatisés parce qu'ils ont été braqués en pleine nuit par des nationalistes corses qui ne leur ont fait aucun mal. Ils ont été tellement traumatisés qu'ils n'ont même plus le droit de porter d'armes et qu'on doit leur donner des postes administratifs pour ne pas les obliger à porter des armes qu'ils ne peuvent plus porter. Et ce sont ces mêmes gendarmes, ces mêmes policiers qui font les malins lorsqu'ils tombent à 10 contre 1 sur un petit jeune et qui se permettent de poser en photo devant leurs victimes du jour. Ces policiers de la DNAT, très forts pour mener des enquêtes lorsqu'ils sont à 10 contre 1 dans leur bureau parisien, mais qui, quand ils arrivent en procès, se mettent à pleurer devant les avocats de la défense ou alors se font porter pâle de peur de les affronter. Donc si j'avais un message à faire passer à ces gens-là, je leur dirais qu'il ferait bien de regarder un peu leur propre histoire avant de venir faire les malins en se prenant en photo avec nos jeunes militants. Car dans l'histoire, la Corse, dans toute son histoire, a toujours su répondre au présent, dans les pires moments.
Et au moment où la France entière se prosternait devant le maréchal Pétain et entrait en collaboration, à part quelques héros qui, à l'appel du général de Gaulle, acceptaient de risquer leur vie pour résister, pour libérer leurs terres, une grande partie des Français se contentaient de dénoncer leurs petits voisins pour leurs intérêts personnels. Et cette France qui entrait dans la voie de la collaboration ferait bien de s'inspirer de l'histoire de la Corse, cette Corse qui fut le premier département d'Europe à se libérer du joug fasciste et nazi par la force de sa résistance. Voici la différence entre nos deux pays. Que peut-on souhaiter au peuple corse et à la Corse ? On peut souhaiter à la Corse d'accéder le plus rapidement possible à son indépendance pour maîtriser son destin, pour maîtriser son économie, pour sauver sa langue et pour vivre simplement et dignement sur sa terre. Nous n'aspirons à rien d'autre qu'à la paix. Merci Brasior, Johan Philippe. Nous espérons que cette émission, plus longue hélas que prévu, permettra de faire comprendre encore un peu mieux à tous l'histoire des peuples dans un but fraternel de justice et de libération des démocraties qui sont peut-être la meilleure des réponses aux dérives de pouvoir tout-puissant. Kenavo. A popolo vato, bisogna marciare.